Bienvenue dans les Arcades digestives, le podcast qui parle de cancérologie digestive. Ici, nous laissons place à l'échange, à l'humain, au débat. Produit par la Fondation Arcade, nous réunissons des experts, des professionnels de santé, des chercheurs, des patients autour de la thématique de la cancérologie digestive et du système de santé dans ces cancers. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Arcades digestives et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir deux médecins, Valérie Hertel-Pau et Jean-Luc Lémarie. Valérie, tu es médecin de santé publique, responsable adjointe au département prévention et promotion de la CNAM. Tu avais auparavant exercé à la Haute Autorité de santé pour l'élaboration des bonnes pratiques. Jean-Luc, tu es médecin généraliste à Rueil-Malmaison, tu es président de la communauté professionnelle territoriale de santé depuis 2019. Tu es également au bureau national de la Confédération syndicale des médecins français et secrétaire général du Conseil de l'Ordre des Hauts-de-Seine. Donc aujourd'hui, on va parler du dépistage organisé. Et donc Valérie, parmi les cancers digestifs dont nous nous occupons, nous avons la chance d'avoir un dépistage organisé pour le cancer colorectal qui touche plus de 47 000 nouvelles personnes par an. Comment est-ce qu'on décide de lancer une campagne de dépistage organisée ? Ségolène, tout d'abord parce que c'est un cancer qui est très fréquent. C'est le troisième cancer après le sein et la prostate. Ensuite, parce que c'est un cancer meurtrier, c'est le deuxième cancer après le cancer du poumon qui tue le plus de personnes. Et enfin, parce que nous avons un test simple, fiable, indolore, pris en charge par l'assurance maladie et qui consiste à rechercher dans les selles de l'assuré ou du patient du sang occulte. C'est le fameux kit de dépistage colorectal. Et c'est bien que tu dis justement le fait que ce soit du sang occulte parce que souvent, les personnes nous disent « mais j'ai pas de sang, enfin voilà, j'ai pas de symptômes, donc je ne suis pas concernée ». C'est tout l'intérêt de faire un dépistage, c'est-à-dire que la personne n'a pas de symptômes, on dépiste plutôt le cancer ou des lésions précancéreuses avec un test de dépistage, sans que la personne n'ait de symptômes ou n'ait d'antécédents familiaux ou personnels de cancer. Et alors, Jean-Luc, toi, tu exerces depuis 91, tu as dû voir l'évolution du dépistage. Donc, qu'est-ce que tu as vu depuis 91 ? Oui, passer de rien à quelque chose qui, effectivement, comme dit ma collègue, quelque chose de très fiable. On est passé des tests, entre guillemets, sauvages que nous exercions avec les patients avec, effectivement, du sang non occulte, à des tests de dépistage organisés avec la fiabilité qu'on le connaît. Le seul regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens de la population qui le fassent. Donc ce test est un moyen de garantir le maximum de chances à nos patients. Et donc justement, tu parles du fait qu'il n'y ait pas forcément tout le monde qui le fasse. Et on note que dans les chiffres, il y a des taux de participation qui ont des réelles différences entre les territoires. Comment est-ce qu'on explique ça ? Déjà, peut-être, Ségolène, dire que l'assurance maladie envoie à tous les assurés de 50 à 74 ans, donc dans la tranche d'âge cible pour ce dépistage, une invitation à réaliser tous les 2 ans ce test. Donc effectivement, tu viens de dire que seulement autour de 30% de la population qui reçoit ces invitations fait effectivement ce test. Déjà, on peut dire que avant l'élargissement à de nombreux professionnels qui peuvent remettre le kit, il y avait une offre peu importante, notamment ça reposait exclusivement sur le médecin généraliste, dans un dialogue singulier avec son patient. Maintenant, le ministère a ouvert la remise de ce kit à de nombreux professionnels de santé, aussi bien les médecins généralistes que les pharmaciens, que les infirmiers. Bien sûr, le patient peut également le faire via une commande en ligne. Et donc voilà, il y a plus d'offres. Donc normalement, on peut avoir accès plus facilement. Après, il y a des freins qui sont liés aussi au test en lui-même. Et ça, le médecin généraliste, donc mon confrère, a une action importante
pour motiver le patient à réaliser ce test fiable et simple. Et alors Jean-Luc, comment est-ce que tu essayes de motiver ces personnes qui peuvent être parfois un peu réfractaires, et on l'entend souvent? C'est une question d'explication, il faut dédramatiser, dédiaboliser un petit peu ce test. Alors c'est vrai qu'on parle de matière fécale, ça fait toujours un petit peu peur. Et les gens sont, entre guillemets, pudiques, enfin beaucoup de patients sont pudiques, il faut dédramatiser et éviter d'arriver à des drames qu'on peut avoir. Enfin, moi je l'ai eu dans ma patientèle, je veux dire, enfin, des gens qui refusent ou qui n'acceptent pas de test, de se retrouver avec cancer évolué, alors que 2 ans avant, je lui avais proposé le test et qu'il ne l'a pas fait, quoi. Mais après, effectivement, j'espère que la démultiplication des endroits où on peut faire le test, mais si on n'explique pas, je pense qu'on n'aura pas la solution. Le fait d'envoyer les campagnes, c'est bien que la sécurité sociale envoie, sauf que s'il n'y a pas d'explication derrière, s'il n'y a pas une motivation, bah, ça passe à la poubelle. Enfin, honnêtement, on est tellement tous surchargés de choses, et même, je crois que la sécurité, enfin, la Caisse d'assurance maladie avait envoyé des tests. Et la plupart du temps, mais les patients, je ne sais pas ce que c'était, j'ai mis à la poubelle, quoi. C'est un peu dommage. Et alors justement, Jean-Luc, quels sont les freins et les tabous que tu peux voir auprès de ta patientèle, de tes citoyens que tu suis? Bah, les tabous et freins, c'est déjà, à quoi ça sert? Je ne suis pas malade. J'ai un peu honte de faire ce genre de test. Comment je vais le faire? Et aussi la réticence en disant est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens plus, entre guillemets, plus clean. Autant une prise de sang, c'est facile, autant là, aller remuer un petit bâton dans ces matières. Il y a des gens qui sont un petit peu, qui ont l'a priori un petit peu de faire ce test. Et il faut essayer de les convaincre que ça prend 2 minutes, que c'est d'une simplicité exemplaire. Il faut insister et leur dire que... Et une fois qu'ils l'ont fait une fois, ils le refont, la plupart du temps. Mais je pense que s'il n'y a pas un professionnel de santé qui leur explique, qui leur dise, voilà, c'est facile, c'est pas compliqué, et on gagne des vies. Enfin, et comme disait ma collègue, c'est en termes d'impact sur ce qu'on appelle la morbimortalité, sur la vie de quelqu'un. Bah si on peut gagner des vies et des vies en bonne santé, moi je suis à fond. Depuis que j'ai commencé les tests, j'essaye de motiver la plupart de mes patients. Rappelons-le, détecter tôt, un cancer colorectal guérit 9 fois sur 10. Oui, et c'est ce qui est vraiment important, et c'est ce que ce dépistage, vraiment, il sert à ça. Et alors, et justement, on parlait de campagne, Jean-Luc, tu le disais. Comment elles sont prises, ces campagnes nationales? Parce que dans les officines, on voit des affiches, et puis nous aussi, on en fait. Donc, on avait fait la campagne Dépister Daron qui était sur Instagram et qui était plutôt à viser des jeunes pour qu'ils en parlent à leurs parents. On s'est aperçu qu'on avait eu beaucoup de vues, donc ça marche. Quel est le meilleur vecteur pour en parler de ce dépistage? Déjà, on a les campagnes Mars Bleu. Autour du dépistage du cancer colorectal pendant tout le mois de mars, notamment les pharmacies, l'INCa. Il y a des campagnes nationales sur le dépistage de cancer colorectal. Après, je pense qu'il faut en parler quand on va voir un professionnel de santé, qu'on arrive dans la tranche d'âge concernée, il faut en parler. On a un grand sourire de Jean-Luc à chaque consultation. Ouais, je pense que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait pareil. On a le côté CNAM qui parle et le côté terrain. Non, mais dans la vraie vie, moi, je rêverais de pouvoir le faire. Sauf que, on parle de la campagne de dépistage du cancer colorectal et plutôt des polypes, parce que mon but, moi, c'est d'attraper les polypes. C'est déjà trop tard quand on arrive à un cancer, même s'il guérit plus vite. Et c'est ça qui est important. Mais en fait, dans ma journée de médecin généraliste de terrain, j'ai 50 000 campagnes et Mars Bleu, il y a Octobre Rose et j'en passe. Il n'y a pas une journée sans une cause nationale et sans une chose importante. Et dans une journée de généraliste, entre 20 et 30 personnes par jour, ils n'ont pas tous 50 à 74 ans, je l'admets, mais on a du mal et des fois on en parle, des fois on n'en parle pas. Oui, et puis après, tu as les épidémies de grippe, de gastro, et où en fait ton quotidien est pris par d'autres sujets et sur lesquels tu ne peux pas parler du dépistage. C'est ça.
Après, tout ne repose pas non plus sur le médecin généraliste. D'où l'intérêt d'avoir ouvert à d'autres professionnels de santé. On a un pharmacien où on va régulièrement quand on avance en âge. On a l'infirmière aussi du secteur. Voilà, il y a d'autres professionnels qui peuvent faire cette motivation dont parlait Jean-Luc auparavant. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir à d'autres professionnels de santé permet d'augmenter un peu le taux de participation, parce qu'on l'a vu sur les pharmaciens qui ont eu, il me semble, agrément en 2021 ou quelque chose comme ça. Et là, les infirmiers peuvent, depuis quelques semaines, délivrer le kit. Donc j'espère évidemment que ça pourra faire progresser le dépistage. Mais alors, tout à l'heure, justement, on parlait des bornes d'âge entre 50 et 74 ans, pour avoir fait à la fois évidemment des congrès scientifiques, mais aussi des congrès grand public. On a des personnes de 74 ans qui nous disent « En fait, vous êtes bien gentil avec votre dépistage, mais moi, j'ai 75 ans, par exemple. J'ai toujours fait mon dépistage et maintenant, je n'ai plus le droit. On me laisse dans la nature. Donc, pourquoi ?» Donc, ils ont une certaine inquiétude. Et puis, parallèlement à ça, on voit aussi que malheureusement, il y a une incidence qui est croissante chez les jeunes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas élargir l'âge du dépistage? En fait, nous, on se base sur les recommandations officielles nationales, que ce soit notamment par la Haute Autorité de Santé. Donc, actuellement, le dépistage organisé, tel qu'il se définit en tant que programme de santé publique, il se fait de 50 à 74 ans. Pour cela, pour qu'on baisse les bornes d'âge ou qu'on augmente au-delà de la tranche d'âge 50-74 ans, il nous faut des recommandations officielles. Donc c'est pourquoi une évaluation par la Haute Autorité de Santé sur la littérature, donc sur toutes les études scientifiques sur notre thématique, donc des dépistages, doit être fait. Et donc on attend des recommandations officielles. Et recommandations qui pourraient venir, par exemple, des CPTS, etc. Nous, on peut faire remonter aux sociétés savantes une impression, une sensation. Et comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai des patients à 74 ans, ils disent « mais pourquoi on ne fait plus le test quoi ?» Alors on arrive toujours à tricher un petit peu pour les gens qui sont motivés, mais les gens de 74 ans qui ne motivent pas, on ne va pas le faire, on va l'oublier. Mais puis bon, après il y a les familles spécifiques, là c'est autre chose, c'est plus du cancer, enfin c'est plus du dépistage, mais voilà, c'est dommage. Et effectivement, comme tu disais, la borne jeune, la borne ancienne, je pense qu'il faut que tous, on aille vers cette tendance. Et je pense que c'est en disant on en a besoin que là, il pourrait y avoir un changement et d'élargir les bornes. Ce serait effectivement à 50 ans. Pourquoi 50 ans ? Parce qu'en fait, quand on découvre à 50 ans, ça veut dire que 10 ans avant, ça a commencé. On aurait pu découvrir le polype à 40 ans et soigner de manière définitive, quoi. Enfin, de guérir. Là, on n'est même plus dans le... Voilà, donc à nous de travailler, aux sociétés savantes de travailler, de faire remonter aux organismes tutélaires, puis peut-être aller voir ce qui se passe à l'étranger. Je pense qu'il doit y avoir des pays dans lesquels il y a eu d'autres études, et je pense de s'inspirer de ces études-là. Oui, de s'inspirer exactement de ces études. Et puis, il y a des pays européens où le taux de dépistage est quand même, le taux de participation est très élevé. On n'est quand même pas très bon, nous, la France, par rapport à nos homologues européens et voire pays de l'OCDE. Donc, comment est-ce qu'on explique ça aussi ? La prévention, en général, c'est culturel français. Voilà, on est dans un modèle très ancien, centré sur le curatif. Maintenant, on essaye de faire le virage préventif. Ça prend du temps et la prévention, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, il y a de multiples dispositifs. Le bilan prévention, maintenant aux âges clés de la vie, qui peuvent permettre justement de faire un bilan sur les facteurs de risque, les comportements favorables à la santé de la personne, de comment on peut faire bien sûr ces dépistages. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais on y va. Bien sûr. On va essayer. On va essayer, ouais. Merci à vous deux. De ce que je retiens, c'est tester, c'est l'adopter, le dépistage, de ta pratique. C'est qu'on a évidemment cette chance d'avoir un dépistage et que le cancer colorectal, quand il est pris tôt, se guérit dans 9 cas sur 10. Et puis surtout qu'on peut se dire qu'à travers le dépistage, on va limiter le nombre de décès, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 17 000 personnes qui en décèdent.
Et le fait, il me semble qu'en augmentant de quelques points de pourcentage de taux de participation, on peut baisser de 6 000 ou 7 000 décès par an. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et alors, comme à tous mes invités, mais alors vous êtes évidemment très partant, je vous donne cet autocollant de Dépiste tes darons pour la santé de leurs côlons. Jean-Luc, tu connais bien la campagne pour faire partie du comité de pilotage, mais voilà, notre objectif, c'est évidemment que tout le monde se fasse dépister, enfin ceux qui sont éligibles au dépistage, et puis qu'on ait moins de personnes concernées par ce cancer. Merci à tous les deux. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode des Arcades digestives. Nous espérons que cela vous a donné matière à réflexion et que vous en savez plus sur l'oncologie digestive. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. La Fondation Arcade vit de la générosité du grand public. N'hésitez pas à nous suivre et à faire des dons sur le site internet et sur nos réseaux. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont aidés à construire ce podcast. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.